accrue pour gérer, tu sais, comme une autonomie à l'intérieur du cadre fédéral, parce que l'Espagne est une fédération un peu comme le Canada, et notamment avait donné le pouvoir de la Catalogne d'assurer la primauté du catalan sur l'espagnol, parce qu'ils parlent catalan. Alors, ils ont comme une loi 101, eux autres. La Cour suprême, il y a un mois, a déclaré qu'en Espagne, il y a juste une nation, que l'entente conclue en 2004 par le gouvernement central puis la Catalogne était anticonstitutionnelle. Il y a eu un référendum par la suite par les Catalans pour dire que est-ce que vous endossez cette entente-là, puis ça avait été endossé. Et ils ont dit le catalan ne peut pas avoir la primauté sur l'espagnol. C'est l'espagnol la langue première de l'Espagne. Là, les gens sont en tabarnak. En passant, tous ceux qui pensaient qu'on pouvait encore faire reconnaître et respecter les droits de la Catalogne à l'intérieur d'un cadre fédératif commencent à se poser des questions puis à dire peut-être que ça prendrait vraiment l'indépendance. Parce qu'en Catalogne, un peu comme au Québec, ceux qui prônaient l'indépendance pure et dure étaient minoritaires dans la population. Mais là, il était 1,5 million. Puis dans tout, il y avait les 3 derniers premiers ministres de la Catalogne qui étaient dans la rue. Puis il y avait, j'en parle un peu parce que je n'en reviendrai plus après, je vais revenir sur la Grèce. Il y avait tous les syndicats, toutes les organisations féministes, populaires, étudiantes, tous les partis politiques, sauf un. Le Parti conservateur, celui qui avait demandé, qui avait fait appel devant la Cour suprême pour faire invalider l'entente sur la Catalogne. Donc, les communistes, les socialistes, les centristes, tout le monde était là, les nationalistes, un peu plus de centre de droite, tout le monde était dans la rue, 1,5 million. Donc, il y a vraiment une ébullition sociale en Europe. Là, je vais revenir un petit peu plus sur la Grèce. Qu'est-ce qui rend la Grèce beaucoup plus intéressante, d'une certaine manière, c'est la chose suivante. Premièrement, la crise économique, là-bas, elle frappe très, très dur. La Grèce est actuellement en faillite technique, là. Incapable de faire ses remboursements sur les intérêts. Tout ça. Ils ont tout de renégocier avec l'Allemagne, la France, des nouvelles ententes parce qu'il est peut-être plus capable de payer. Et puis, une des conditions pour ces ententes-là, c'était justement un plan d'austérité. Le plan d'austérité, il est vraiment cochon. Si demain matin, Jean Charest faisait ce que le gouvernement socialiste de Grèce fait actuellement, là, je pense qu'effectivement, il y aurait beaucoup de monde qui descendrait dans la rue. Premièrement, ils ont invalidé toutes les conventions collectives négociées jusqu'à maintenant. Au niveau des salaires. Les salaires ne tiennent plus. Et là, maintenant, il y a une baisse généralisée des salaires, particulièrement pour les gens. Alors, ils imposent des doubles échelles. Tu sais, quand les jeunes ont gagne tant, tu sais, on appelle ça, ça existe. Les clauses orphelins. Mais là, ce n'est pas des clauses orphelins, mais ils imposent. Si tu as entre 18 et 25 ans, tu es dans telle braquette de salaire. 25 à 35, tu es dans une autre braquette. Les au-dessus de 35, ils gagnent une autre braquette. Mais tout le monde baisse de salaire. Mais ceux qui mangent la claque, c'est les 18-25. C'est effrayant. Ils ont aboli le concept même de salaire minimum. Ils font sauter les clauses en France, puis en Grèce, puis en Espagne. Dans beaucoup de pays européens, tu peux avoir la retraite à 60 ans, ou même en Grèce, je pense que c'est 57 dans certains secteurs. Fait sauter ça. Obligation, ils ont reporté l'âge. Si tu veux ta pleine retraite sans compensation, il va falloir que tu travailles plus longtemps. Ils ont réduit les montants de prestations versés aux retraités. Hausse généralisée de tous les impôts à la consommation. La fameuse TPS, TVQ, là, nous, on chiale à... Les deux ensemble, ça fait... 7,5 plus 12,88 %. Les autres, ça va monter autour de 20 %. Là, je ne les ai pas toutes, mais c'est effrayant. C'est vraiment là, une histoire d'horreur. Fait que quand le monde a appris ça, là, il était en hostie. Et puis c'est ce qui a fait le déclenchement de cette grève-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un côté historique qu'il faut comprendre de la Grèce. La Grèce est un pays un peu spécial. C'est une société qui, sur le plan politique, est coupée au couteau. Et ça remonte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il faut remonter
à la fin, quand les nazis ont été écrasés, il y a eu des ententes faites entre les grandes puissances alliées, l'Angleterre, les États-Unis, puis l'URSS notamment, pour le partage de l'Europe. L'Europe de l'Est en allait plus sous l'influence soviétique, puis l'Europe de l'Ouest, elle allait rester sur l'influence plus américaine ou britannique. La Grèce, dans ce deal-là, tombait sous la tutelle britannique. Les Britanniques ont voulu ramener le roi de Grèce qui avait été obligé de s'expatrier pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que les nazis couraient après. Ils s'étaient réfugiés en Angleterre. Les communistes, eux, qui étaient en passant, dès les années 30, un très petit parti politique, sont devenus un peu comme en France, au premier rang de la lutte contre le fascisme puis contre les nazis. C'est eux qui ont tout dirigé la bataille, puis en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient devenus une des principales forces politiques dans le pays. Un peu comme en France. Il y a une couple d'années, on a fait un camp de formation ici, là, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Parti communiste français était le premier parti en termes de membership dans toute la France. 800 000 membres. Donc, ils ont droppé après. Mais je veux dire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les communistes en Europe étaient extrêmement puissants, notamment en Grèce. Quand c'est arrivé, les Britanniques ont dit, on envoie le roi. Puis pour être certain que le roi y allait revenir, ils ont envoyé l'armée. L'armée britannique est arrivée en Grèce là, pour instaurer. Et les communistes ont refusé, il y a eu une guerre civile. C'est pas très connu, mais la guerre a fini en 1945. La guerre civile entre l'armée britannique et les communistes en Grèce a duré jusqu'en 1949. Ça s'est terminé par l'écrasement des communistes. Les leaders ont été envoyés en prison et ont été tués. Le secrétaire général du Parti communiste grec a été envoyé à Moscou, puis il a été accusé d'aventuriste, puis il a été envoyé en Sibérie. Mais après ça, il a été, comment on dit ça, oui. Mais parce que ça ne cadrait pas avec le plan, puis l'entente qui avait été négociée, puis tout ça. Puis, bon, ils n'ont pas gagné. Sauf qu'après l'écrasement de la guerre civile, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu imposition de ce qu'on a appelé la junte des colonels. Et peut-être pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais il y a un cinéaste français qui s'appelle Costa Gavras, qui a fait un film qui s'appelle Z, qui parle de la lutte contre les colonels, la lutte contre la dictature des colonels. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette junte militaire-là s'est maintenue au pouvoir en Grèce jusqu'en 1966, si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'en 1966, la Grèce n'a même pas connu une seule année de démocratie. Ce qui est assez impressionnant, puisqu'on dit toujours que c'est le berceau de la démocratie. Mais jusqu'en 1966, il n'y avait même pas d'élection, il n'y avait rien. C'était comme Pinochet au Chili. La même chose. Et le Parti communiste, lui, il était dans l'illégalité dans les années 30. Il était dans l'illégalité clandestine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après la guerre civile, quand il était écrasé, il est resté dans l'illégalité. Son premier congrès public, le numéro 1, s'est tenu en 1967. Avant ça, il y avait des réunions, mais c'était clandestin. Ça fait que c'est une société où, essentiellement où il y a 3 grands partis politiques. Pas 25, pas 35, 3. Mais en fait, ça a changé un petit peu avec le temps, mais essentiellement, ça reste pas mal ça pareil. Les conservateurs, ça c'est comme un peu les conservateurs de Stephen Harper ici. Il y a les socialistes du PASOK, puis il y a le Parti communiste. Bon. Dans les 15 dernières années, il y a eu une scission du Parti communiste. Ils ont créé une autre formation politique. Je ne me souviens plus du nom. Syriza, non? Non, mais eux autres se sont regroupés avec d'autres groupes de gauche, notamment des groupes trotskistes, et ils ont formé une coalition qui s'appelle Syriza. Bon, eux autres, ils ramassent environ 5% du vote. Le Parti communiste en ramasse à peu près 10. Là maintenant, il y a une formation d'extrême droite, un peu comme le Front National, qui a vu le jour depuis une couple d'années, qui s'appelle le Laos, qui ramasse aussi 4-5%. 4-5 plus 4-5, ça fait 10, plus 10, ça fait 20. Il en reste 80. Ça se partage, grosso modo, le 80 restant se partage entre les socialistes et les partis conservateurs. Et depuis 1967,
quand il y a un gros problème, mettons le PASOK, les socialistes vont perdre 2-3 %, les conservateurs vont gagner 2-3 %, des fois les communistes gagnent un petit peu aussi. Puis là, les gouvernements tombent.